Vous écoutez l'épisode numéro 10 avec Dominique Maillot, la pro du budget. Bonjour Dominique. Bonjour Christelle. Alors je commence toutes mes interviews avec la même question pour se mettre dans le bain. J'appelle ça une prise de température, mais en réalité il s'agit plutôt d'une prise de confiance. Alors, de manière générale, dans ta vie de tous les jours, sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau estimes-tu ta confiance en toi? Actuellement, je dirais entre 8 et 9 sur 10. Tu m'aurais posé la même question il y a un an, j'en aurais été à beaucoup moins. Et puis, tu sais que chez nous, les femmes, c'est parfois cyclique. Donc, du coup, parfois, dans le mois, je suis à moins de 5. Mais aujourd'hui, en l'occurrence, je suis plutôt à 8,5, on va dire, sur 10. Super. Alors, pour continuer cette mise en bouche et mieux faire connaissance, je te propose un portrait chinois. Alors, si tu étais un dessin animé, Je pense à Princesse Sarah. si tu étais une mauvaise habitude, L'impatience, si tu étais un sport, la natation. si tu étais un livre, Euh, Il y en aurait plusieurs, hein, mais je pense à Notre-Dame de Paris, parce que c'est un des plus gros bouquins que j'ai lu quand j'avais 12 ans, et ça paraissait à tout le monde quelque chose de très imposant par rapport à mon âge. Donc je vais dire Notre-Dame de Paris. si tu étais une pièce de la maison, Mon salon, si tu étais un élément, l'eau, si tu étais une cause, les violentes faites aux femmes, et si tu étais un animal. le dauphin. Pour embrayer sur la première question de l'interview, j'ai envie de te demander quelle humaine es-tu et que fais-tu dans la vie? Pour t'expliquer qui je suis aujourd'hui, Christelle, je pense qu'il faut que je te dise deux mots sur qui j'ai été dans mon autre vie, puisque aujourd'hui j'ai connu une reconversion professionnelle il y a 5 ans maintenant. Et en fait, j'ai été inspectrice des URSSAF, du recouvrement des URSSAF, pendant une dizaine d'années. C'est vrai que de l'extérieur, ça peut être vu comme une casquette assez répressive et le métier n'a pas forcément bonne presse. Du coup, de cette profession, j'ai démissionné de mon employeur, hein, puisque la sécurité sociale, c'est un service public, mais c'est un organisme privé qui assure un service public. Donc, j'avais un employeur privé. J'ai démissionné en 2017. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. J'avais pas forcément de projet professionnel, mais en tout cas, je savais ce dont je ne voulais plus, c'est-à-dire travailler dans cette institution. Et en fait, ce qui venait à moi, c'était des gens qui avaient besoin d'être aidés par rapport à des problématiques avec une administration et notamment l'URSSAF. Donc, j'ai décidé d'en faire mon métier et de cette casquette répressive, j'ai fait un virage, on va dire, à 180 degrés pour aujourd'hui accompagner les porteurs de projets, les créateurs d'entreprises à être plus sereins dans leur création et à bien connaître leurs obligations. Donc, tu vois, je passe de cette casquette répressive, finalement, une activité de soutien et de conseil aux entrepreneurs qui me correspond beaucoup plus qu'il y a 10 ans dans mon autre vie, dans mon autre métier. Et qu'est-ce qui t'a amené à ce parcours justement, à être plus sur la création d'entreprise aujourd'hui? Ben, c'est vrai que mon expérience a servi. À la base, l'expérience, mes diplômes aussi, puisqu'à la base, moi, je suis comptable de formation. Je n'ai jamais exercé la comptabilité à proprement parler, parce que je suis tout de suite rentrée à la CGSS, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion, dans sa branche qui correspond aux URSSAF. Donc, j'ai toujours travaillé en URSSAF. J'ai jamais utilisé mon diplôme de comptable et j'ai pu, de par mes postes, exercer en URSSAF, voir que ce qui pêchait,
finalement dans la viabilité des projets, dans la pérennité des entreprises, c'était le manque d'anticipation financière au niveau des cotisations sociales et des impôts à payer. Donc, devant ce manque flagrant, si tu veux, de conseils, hein, en matière de gestion, j'ai pas forcément trouvé d'acteurs vraiment aidants, vraiment accompagnants par rapport au public, notamment des petits entre guillemets entrepreneurs, puisque nous sommes, toi et moi aussi, de petits entrepreneurs, sans que ce soit péjoratif. En tout cas par rapport à la taille de nos structures et au fait qu'on n'est pas forcément employeur. Pour autant, nous sommes de vrais chefs d'entreprise avec les mêmes obligations sociales, fiscales, administratives qu'une entreprise de taille plus importante. Et du coup, je trouvais que ça manquait cruellement. Alors souvent, les experts comptables notamment vont accompagner des structures qui ont déjà une certaine ampleur, etc. Et je suis sur une cible de micro-entrepreneurs. Et c'est vrai que cette population-là, si tu veux, des créateurs d'entreprises, était souvent pas accompagnée. Donc, je me suis nichée sur ce public-là parce que je pense que c'était la cible sur laquelle je pouvais être la plus utile. Et à mon humble niveau, c'est ce public que j'essaye d'accompagner vers une entreprise pérenne, puisque on le sait, hein, dans le cadre des reconversions professionnelles ou alors quand on crée une entreprise pour se sortir du chômage, à la base, on a tous pour objectif quand même de vivre de nos activités et en étant pas ou peu accompagnés, nos entreprises ont plus de chances de mourir avant le cap des 3 ans. Donc moi, c'était ça, c'est ok, je suis toute seule, mais comment je peux faire finalement pour trouver ma place parmi ces structures, parce qu'il y a des structures d'accompagnement gratuits hein, qu'on connaît peut-être tous, comme l'ADIE, les chambres consulaires, la BGE et bien d'autres. Mais effectivement, sur certains volets, entre les organismes d'accompagnement gratuits et les cabinets d'expertise comptable, il y avait toute une frange finalement d'entrepreneurs qui se trouvaient en manque de conseils. Et voilà pourquoi j'ai choisi cette activité-là. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui anime tes conseils auprès des micro-entrepreneurs? Qu'est-ce qui va vraiment ressortir de ton accompagnement avec ces micro-entrepreneurs? Alors là, je te fais part de ce qu'on me dit. Hein. En tout cas, j'ai, je pense, une réelle volonté de transmettre. Donc, je suis formatrice hein, dans le cadre de ma reconversion professionnelle. Effectivement, je me suis formée à la formation professionnelle pour adultes. Donc, je suis formatrice de base. C'est une activité que je faisais beaucoup en interne pour mon ancien employeur. Et du coup, j'ai voulu la faire reconnaître dans mes nouvelles missions. Et donc, je dirais que la pédagogie, la transmission des savoirs et des compétences, et c'est ça avant tout qui m'anime. Après, ma plus-value par rapport à d'autres, c'est sûrement le fait de faire du sur-mesure. Donc, je n'ai pas de formation standardisée à transmettre, etc. J'ai toujours un diagnostic, si tu veux, une séance d'approche de l'entrepreneur par rapport à ses besoins, à ses attentes. Et on va pouvoir ensemble lui construire un programme sur mesure d'accompagnement. Donc, ce programme d'accompagnement sur mesure, il va comprendre aussi bien du conseil que du coaching et ou de la formation. Donc, c'est ça, je pense, qui fait ma force. Et après, la fréquence est déterminée avec la personne, hein, c'est à son rythme. J'ai une grande amplitude horaire parce que j'ai beaucoup de public, effectivement, en reconversion professionnelle. Donc, du coup, je peux commencer très tôt le matin, faire entre midi et 2 et terminer tard le soir pour que ça colle avec les horaires, finalement, de la personne qui est encore salariée et qui envisage de se reconvertir. Je travaille ponctuellement le samedi aussi, pareil, pour être offrir plus de créneaux horaires. Et ma force ici, à La Réunion notamment, c'est que je pratique le aller vers, c'est-à-dire que j'amène le service à la personne. J'ai des
horaires, on l'a compris, larges, mais je me déplace à leur domicile ou dans leurs entreprises. Donc c'est moi qui me tape les bouchons et la personne, elle peut être opérationnelle sur son travail et perdre moins de temps par rapport à son activité, voilà, par ailleurs. Alors ça, c'est un fonctionnement, c'est de proposer effectivement, le domicile ou alors la visio. Ça fonctionne bien aussi et mieux depuis, la crise sanitaire qu'on a connue et qui, j'espère, est derrière nous aujourd'hui. Et là, avec la possibilité de la visioconférence, tu vois, j'accompagne aujourd'hui aussi bien des personnes qui sont en France métropolitaine que dans d'autres départements d'outre-mer. Donc c'est ça aussi, qui fait ma force, c'est que finalement, je suis, basée à La Réunion, mais je peux accompagner n'importe quel créateur d'entreprise français, basé n'importe où dans le monde, quoi, finalement. Et quand il s'agit de reconversion, est-ce que c'est principalement une démarche personnelle, donc la personne qui fait appel à toi, ou est-ce que ça peut être aussi des entreprises qui font appel à toi si elles ont beaucoup de reconversion ou des demandes de reconversion? Alors pour l'instant, je t'avoue que c'est essentiellement, la personne qui vient vers moi. Heu, qui a souvent, enfin on me recommande, hein, j'ai des personnes aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi que ma boîte existe et j'ai des clients qui sont fidèles, que je suis déjà depuis, plusieurs années, plusieurs mois et après dans les nouveaux arrivants, on va dire, c'est des personnes qui souvent me suivent déjà sur les réseaux sociaux et attendaient le bon moment pour activer le contact ou alors, j'ai été recommandée par une de leurs connaissances et ils me contactent, par ce biais-là. Est-ce qu'on pourrait qualifier, ton métier d'aujourd'hui, comme étant un mélange entre expert comptable, gestionnaire de finances, accompagnateur, on va dire du quotidien? Est-ce que ça pourrait reprendre un peu tout ça? Alors, expert comptable, non, je n'en ai pas non plus la prétention. L'expertise comptable est un métier qui est, bien, comment dire? Cadré, hein, dans son exercice et je ne fais pas la comptabilité, à la place des personnes, du tout, donc c'est pas ma prétention. Moi vraiment mon leitmotiv c'est, d'apprendre aux gens pour qu'ils soient autonomes, et responsables. Donc l'autonomie, c'est à travers l'apprentissage. C'est pour ça que je suis sur ce créneau des micro-entrepreneurs puisque les obligations comptables et administratives étant, moindres, étant Mmh. simplifiées. Donc c'est, une comptabilité qui est à leur portée. Donc je vais leur apprendre à faire, à tenir leur comptabilité, mais je ne ferai jamais à leur place. Tu vois? Je n'ai pas de mandat d'agir pour le compte des uns et des autres. Je leur apprends et après ils deviennent autonomes. S'ils ont besoin d'un rendez-vous, régulier, tu vois, de cadrage ou, pour s'assurer, faire le point de temps en temps, tous les 6 mois ou tous les ans, il y a pas de souci. On fait un diagnostic sur l'activité, est-ce que ça s'est bien passé, moins bien passé, pourquoi, quels sont les événements pour les mois qui viennent, quelles sont les actions, tu vois, à entreprendre pour faire que la donne change, par exemple. Voir si, au niveau des seuils, de chiffre d'affaires, on approche le seuil, de limite pour la micro-entreprise ou le seuil de paiement de la TVA. Donc je suis là avec ce regard pour, être, l'alerte, la vigilance, mais les personnes, elles sont autonomes. Je ne fais pas pour elles, donc finalement, je ne suis pas expert comptable et je ne prétends pas l'être. Après effectivement, je ne suis pas non plus coach, hein, avec, coach, on va dire certifié et par contre, voilà, dans l'approche, j'utilise des outils de coaching, donc je fais de l'accompagnement, je ne fais pas du coaching à proprement parler et je dirais finalement que mon rôle est je suis là, tu vois, en genre d'intermédiaire et de plateforme de vigilance et facilitatrice finalement, facilitatrice à l'immatriculation, facilitatrice à la compréhension de nos obligations de chef d'entreprise et à la montée en compétences sur nos différentes casquettes entrepreneuriales. Mais voilà, le nom que je pourrais me donner, c'est que je m'inscris vraiment en tant que facilitatrice et pédagogue. Tu nous as parlé beaucoup de micro-entreprises, mais est-ce qu'un créateur en société pourrait venir, te voir, et te consulter pour tes conseils? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'à la base, tu vois, comme je peux avoir un public qui a une simple idée
Donc finalement, elle a une idée qui ne s'est pas encore transformée en projet. Donc je peux avoir ce type de public et les accompagner pour faire émerger un projet de leur idée de base. Après, je peux avoir des porteurs de projets, donc qui ont déjà un projet bien défini et qui ne savent pas si le projet est viable. Donc, je peux les accompagner à faire leur business plan. À la fois, tu vois, les aider, les aiguiller sur la partie étude de marché, mais aussi sur la partie élaboration des prévisionnels financiers. Donc, et à cette étape du projet, on ne sait pas encore finalement la forme juridique que va être le projet. Parce que finalement, la forme juridique, c'est l'enveloppe qu'on vient donner, l'enveloppe officielle qu'on vient donner au projet. Ça vient, c'est pas, je choisis un costume et je fais rentrer mon projet dedans après par tout moyen. C'est plutôt, j'ai un projet et je vais tailler le costume à la dimension du projet et pas l'inverse. Donc du coup, du fait de l'accompagnement sur l'aspect business plan, je vais pouvoir conseiller sur une forme juridique et un régime fiscal. Ce qu'il faut bien se dire, hein, c'est qu'à ce niveau-là, il n'y a jamais une forme juridique parfaite. Il y en a une qui va correspondre à un instant T, qui va être bien un instant T. À charge pour l'entrepreneur de se dire bon, je suis dans mon prévisionnel, donc tout va bien, ma forme juridique, mon régime fiscal, ils sont optimisés. Par contre, si je déchire mes chiffres, il faut prendre un peu de hauteur et se dire, est-ce que finalement, en explosant mon prévisionnel, la micro-entreprise est encore adaptée ou est-ce que je la fais évoluer vers autre chose? Donc finalement, au départ, j'ai des personnes qui ne savent pas quelle forme juridique elles vont adopter. Et je suis là pour les rassurer si elles étaient parties au départ sur la forme, le régime micro-entreprise. Ou alors leur dire, bah non, il faut vraiment que tu partes vers une société pour telle ou telle raison, par rapport à ton prévisionnel, par rapport à ton business model, etc. Après, quand je te dis que je sers d'interface et que je suis facilitatrice, c'est que justement, si cette personne, elle a un projet qui part plus vers un format société, je vais la mettre en contact, si elle le souhaite, avec des experts comptables que j'ai dans mon réseau. Ou alors avec un courtier en assurance, avec un gestionnaire en gestion de patrimoine, tu vois, parce que il y a ce besoin-là qui est ressorti de l'analyse des chiffres. Et pour faciliter l'entrepreneur, je vais lui donner des coordonnées qu'il utilise ou qu'il n'utilise pas, mais qui peuvent lui faire gagner énormément de temps dans la suite du projet. Est-ce que tu as rencontré des difficultés ou des croyances limitantes avant de te lancer, à la création d'entreprise? Pour moi-même, tu veux dire? Oui. Ah mais oui, je crois qu'on passe toutes par là, quoi. Plus, je dis toutes parce que plus les femmes que les hommes, et ça on le sait. Et moi, si tu veux, quand j'ai quitté mon employeur, donc j'étais cadre, hein, parce que après ma période en tant qu'inspectrice terrain, je suis devenue responsable de service, donc manager pour toute l'équipe, et j'avais 25 collaborateurs en charge. J'ai fait j'ai tenu ma fonction de manager pendant 3 ans et demi. Et quand je suis partie, j'étais en usure professionnelle. On va pas vraiment parler de burn-out. C'est la route qui m'a beaucoup épuisée parce que mon métier, je l'aimais beaucoup. Mais j'étais en usure professionnelle et un peu en manque de confiance aussi parce que certains faits qui sont arrivés dans l'entreprise ont fait que j'étais un peu effectivement en manque de confiance en moi. Donc, quand je me suis lancée, tu vois, quand bien même j'avais un diplôme en comptabilité, je suis passée par une phase de couveuse d'entreprise. Donc, j'ai testé mon projet en couveuse pendant 1 an et demi avant de me lancer, on va dire, réellement à mon compte. Donc, si j'avais été sûre de moi, tu vois, si j'avais une idée précise, si mon coefficient de confiance à ce moment-là, il était 8,5, je pense pas que je serais passée par l'étape couveuse parce que l'accompagnement que propose la couveuse, en fait, j'avais déjà ces compétences-là. Je les avais déjà de manière intrinsèque. Donc, il n'y a pas eu une réelle plus-value d'être accompagnée par une couveuse pendant toute cette période. Mais j'avais besoin de tester mon activité. J'avais besoin aussi de trouver ma clientèle, de faire des tests sur une typologie de persona, par exemple, ou une approche sur est-ce que je fais de la visio, est-ce que je fais du domicile. Donc, j'ai testé plein de choses pendant 18 mois.
Et quand j'ai vu que mon activité pouvait être rentable et que j'avais des clients régulièrement et que je commençais à gagner de l'argent, ben, j'ai dit bye bye à la couveuse. Voilà. Mais effectivement, non. Et en parlant de frein, c'est notamment le frein financier. Parce que j'avais besoin d'avoir mes allocations chômage, tu vois, à 100% pour que mon budget familial reste à l'équilibre. Et c'était une solution, la couveuse d'entreprise, pour pouvoir cumuler à 100% avec mes allocations chômage. Donc c'était quand même réfléchi, mais avec du recul, je me dis, j'avais pas besoin de ça finalement. Mais quand on se lance, on sait qu'une activité peut prendre du temps au démarrage. Et à l'époque, hein, quand j'avais fait mon étude de marché, je me positionnais quand même sur une activité nouvelle en tant qu'indépendant qui propose du conseil autre que des structures d'accompagnement gratuites et autre que des experts comptables. Donc il n'y en avait pas à l'appel. Et le fait d'aller comme ça amener le conseil à domicile, c'était quelque chose de complètement novateur. Donc du coup, tu vois, je savais pas si ça allait marcher, pas marcher. Et pendant ma période couveuse, finalement, j'ai beaucoup investi dans mon entreprise. J'ai testé plein de choses, j'ai semé plein de graines. Mais ça n'a pas été une période très lucrative, on va dire ça comme ça. et je le sais aujourd'hui pourquoi. Parce que finalement, quand pendant 2 ans, tu as le Pôle emploi, le chômage qui tombe, j'avais pas, si tu veux, cette urgence à faire rapidement du fric, quoi. Et donc, je m'engageais dans plein de bénévolat, plein de conseils gratuits. Je testais plein de formats d'ateliers, plein de contenus, etc. Mais c'est un travail que j'ai pu faire, qui est bénéfique aujourd'hui, puisque aujourd'hui, je récolte. Et parce que j'avais pas cette épée de Damoclès. Tu vois, donc j'avais pas d'urgence à tout de suite être bénéficiaire au niveau de mon entreprise, à faire des sous tout de suite au niveau de l'entreprise. Et ça a été finalement, avec le recul, un réel confort de pas avoir cette pression-là. Et le phénomène déclencheur qui a fait qu'au bout d'un an, ça décolle un peu, c'est que donc moi, ça faisait 1 an et demi que j'avais le Pôle emploi, il me restait 6 mois, mais j'avais toujours pas ce sentiment d'urgence. Par contre, mon cher mari a reçu un petit courrier de convocation pour un entretien préalable pour un licenciement économique. Donc, on savait que son entreprise battait un petit peu de l'aile. Mais quand tu reçois le courrier, l'effet, il n'est pas le même. Donc, du coup, quand j'ai reçu ce courrier, même s'il a été adressé à mon mari et comme c'était dans l'air, on savait que l'entreprise était en difficulté, j'ai lu le courrier. Et là, mon mari n'était pas là, mes enfants n'étaient pas là. Et j'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps. Pendant 1 heure, j'ai vidé, parce que je voulais pas pleurer devant mon mari et devant mes enfants. Parce que là, ce qui s'est passé dans ma tête, je me suis dit, moi, je suis au chômage, je perçois encore des allocations de chômage, mon entreprise n'est pas encore rentable, et on va avoir une 2e personne dans notre foyer qui sera au chômage. Comment on va faire ? Et moi, je me suis posé des questions sur aussi l'employabilité de mon mari, qui est peut-être un peu moins diplômé que moi, qui a été dans la même entreprise pendant 20 ans. Donc, sur sa capacité, tu vois, à rebondir, je me suis posé des questions à sa place, parce que j'aurais pas dû, mais voilà, je me suis projetée à sa place. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, tout repose sur moi. Il va falloir que je charbonne parce que c'est pas possible. Et du jour au lendemain, mais on a reçu ce courrier en août, en septembre, les résultats commençaient à arriver. Donc, comme quoi, moi, sous pression, les résultats, ils peuvent arriver très, très vite. Voilà. En septembre, les résultats commençaient à arriver. Du coup, j'ai laissé tout de suite mon préavis pour la couveuse. Mais j'ai attendu pour sortir de la couveuse pour faire coïncider avec ma fin de chômage qui était le mois de février avant de vraiment ouvrir mon entreprise. Mais j'étais rentable le mois d'après ce fameux courrier. Et aujourd'hui, dans mon entreprise, je travaille encore comme ça, sous pression, tu vois, à l'adrénaline. Et je me lance des défis comme ça. Donc aujourd'hui, c'est ma 3e année. Tu vois, mon chiffre d'affaires en 10 mois, donc sur ma première année, entre mars 2020 et décembre 2020. Ma 2e année,
je fais le double. Et entre 2021 et 2022, je fais encore le double de 2021. Donc, je ne fonctionne qu'à ça, qu'au challenge, etc. Et je peux te dire que quand tu ouvres le 1er mars 2020 et que le 16 mars, on t'annonce le confinement, il faut avoir les reins solides. Et là, tu revois la façon dont tu avais envisagé de fonctionner, puisque je voulais faire du domicile et que tu peux pas faire du domicile. Donc ça a été là, ma belle, si tu t'en sors. Et d'ailleurs, tout le monde le dit, hein, les créateurs qui se sont lancés en 2020-2021, s'ils sont toujours là en 2022-2023, on est là pour un certain temps, en principe. Parce que survivre à la crise et transformer son business pour qu'il fonctionne malgré la crise, c'est vraiment faire preuve d'astuce, de stratégie et de souplesse, d'ingénierie, de tout ce que tu veux. Et les créateurs, créatrices qui sont lancés là ces 2 dernières années, généralement, on a les reins solides. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'actions justement que tu as mis en place pour te challenger et te surpasser? Oui. Moi, je fonctionne beaucoup avec des illustrations d'ancrage. Alors, c'est souvent des objectifs personnels qui motivent mes objectifs professionnels. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, quand on fait du fric dans nos business, c'est finalement pour se retirer un revenu. Et notre revenu va servir à équilibrer notre situation familiale, notre budget familial. Moi, j'ai un mari, donc on a deux revenus. Et en fait, les objectifs que je me fixe sont faits pour couvrir nos besoins personnels. Et du coup, ces objectifs, comme je te le disais, c'est des objectifs personnels qui viennent motiver mes objectifs professionnels. Donc, à la base, c'était effectivement cette perte d'emploi potentiel qui m'a fait donner un gros coup de boost. Après, j'ai eu là, si tu veux, c'est cette dernière année, le gros challenge, c'était mon fils était en terminale, que c'était un très très bon élève et qu'on savait qu'il aurait son bac, on attendait juste la mention. Et ça faisait un moment qu'il nous avait dit qu'il ne ferait pas ses études à La Réunion, qu'il voulait faire une grande école. Donc, il passe le concours grande école. Il a le concours grande école en post-bac direct. Et là, il a le choix, du coup, entre plusieurs grandes écoles. Et il vient me voir et il me dit, maman, je sais que c'est compliqué pour toi. Tu es encore en phase d'amorçage de ton activité, etc. J'ai la possibilité d'aller dans une école qui coûte 5 000 € à l'année, dans une autre qui coûte 9 000 ou dans une troisième qui coûte 12 000. Et là, je lui ai dit, mon fils, comme je lui ai toujours dit, tu fais ce que tu veux, ce que tu as envie de faire. Ne fais pas un choix par défaut parce que tu penses qu'on n'en aura pas les moyens. Je dis, l'argent, on le crée. Tu vois, donc ne te fixe pas de limites. Et si tu choisis l'école, le choix doit être parce que c'est une école qui offre un programme qui t'intéresse et qui est tip-top par rapport à ce que tu envisages de faire, mais surtout pas de frein financier. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, faites ce que vous voulez, on sera toujours fiers de vous. Que vous fassiez une filière professionnelle ou une filière un peu intellectuelle, faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Donc nous, on est là pour vous aiguiller vers vous faire découvrir qui vous êtes finalement et qu'est-ce que vous voulez faire pour révéler qui vous êtes. Et du coup, il a choisi cette école à 12 000 €. Donc voilà, le challenge de l'année dernière, ça a été ça en fait. Et quand tu réfléchis que ton enfant il est inscrit dans un cursus qui est un master, donc qui est 5 ans, et que ça va donc coûter à minima 60 000 € seulement les frais de scolarité, mais à côté, bah, il faut le payer comme tout le monde. Hein. Finalement, c'est un mini foyer à lui tout seul. Donc le logement, l'alimentaire, le transport et les assurances et j'en passe. Donc au final, l'école, donc ils font compter 1 000 € par mois pour lui, pour les frais de scolarité, plus 1 000 € sur place pour le logement et pour tout ça. Et donc je me suis dit, ok, donc pour avoir 2 000 € de revenus de plus, combien il faut que je fasse de chiffre d'affaires en plus chez moi dans ma petite boîte. Et du coup, ces chiffres-là, tu vois, je les ai avec des illustrations d'ancrage, que ce soit sur mon téléphone ou sur mon écran d'ordinateur, et parfois même sur mon frigo. Donc là, je ne l'ai pas encore fait pour mon frigo parce que c'est quelque chose qui date de 6 mois. Mais en général, je l'ai et je le vois tout le temps. Donc, c'est ça qui me booste finalement.
c'est de faire en sorte que mes enfants fassent ce qu'ils veulent de leur vie. Et puis derrière, il y a quelque chose dans mon histoire certainement qui me touche. Donc je ne sais pas si un jour mes parents écouteront le podcast ou regarderont la vidéo. Moi, si tu veux, j'ai été aussi une excellente élève. Et en terminale, je me suis auto-sabotée. À la base, je voulais faire HEC. Mais je n'y suis pas allée parce que mes 2 parents sont entrepreneurs. Qu'à la maison, pendant cette période-là, j'avais pas l'impression que c'était la fortune absolue. Et là encore, ce sont des impressions et du ressenti. Hein. Ça n'a jamais été verbalisé. Hein. Et que derrière moi, j'avais un petit frère qui allait entrer en études supérieures. Donc je me suis dit, s'il se saigne, entre guillemets, pour moi, pour que je parte, que va devenir mon petit frère derrière? Donc je me suis freinée toute seule. Et je n'ai jamais posé de questions, ça a été mon ressenti. Et pour en avoir discuté avec mes parents récemment, hein, 20 ans après, il y aurait eu moyen. Mais je me suis auto-limitée. Et c'est pour ça, je pense que je veux à tout prix que mes enfants ne fassent pas de choix par défaut, qu'ils fassent vraiment ce qu'ils veulent de leur vie. Et qu'ils le verbalisent, tu vois, encourager aussi les enfants à dire ce dont ils rêvent et à tout faire pour faire que leurs rêves deviennent une réalité. Ma petite fille, elle a 12 ans. Depuis ses 6 ans jusqu'à ses 10 ans, elle allait chez la fleuriste de notre village, de notre ville, faire des ateliers d'art floral. Donc elle avec ses petits mots et du haut de ses 6 ans, elle nous disait qu'elle va faire des ateliers de fleurs et de fleuristerie. Donc elle essayait d'employer des grands mots, mais en se répétant un peu, en se mélangeant les pinceaux dans ce qu'elle disait. Et depuis donc qu'elle a 6 ans, elle est passionnée par les fleurs. C'est une enfant qui est très manuelle et qui me dit « Maman, j'ai envie d'être fleuriste ». Eh bien, pourquoi pas? Donc, si tu as envie d'être fleuriste, on va voir. Donc, elle travaille bien à l'école, etc. Donc, on va voir si elle choisit une filière professionnelle ou si elle se spécialise après. Et puis, son frère, qui l'encourage et lui dit « Mais tu sais », et qui lui ouvre un peu le champ des possibles aussi. Et à chaque fois qu'il y a un reportage, on lui a montré le concours, par exemple, des meilleurs apprentis de France. Son frère lui a vraiment ouvert un peu l'esprit en lui disant « Mais tu sais, il y a aussi des fleuristes qui voyagent dans le monde entier parce que ça va être des fleuristes d'art pour, par exemple, fleurir les grands hôtels, les grands palaces du monde entier ou participer à des événements mondiaux, etc. Donc, ma sœur, il faut que tu sois bonne en anglais. » Et là, on a réussi du coup à la raccrocher à l'anglais parce qu'elle était un petit peu en décrochage sur l'anglais, elle ne voyait pas l'utilité, etc. Et ça, le fait qu'on lui dise « Mais oui, mais si tu es fleuriste, peut-être qu'il faudra que tu ailles à Rungis ou alors aux Pays-Bas pour aller acheter tes tulipes, etc. Donc, tu peux avoir besoin de maîtriser l'anglais, etc. » Et du coup, on va à fond dans son rêve, dans son projet. 6 ans après, elle est toujours là-dessus. Après, si elle veut en changer, eh ben, elle fera ce qu'elle veut. En tout cas, on l'encourage dans l'atteinte de ses objectifs et de ses rêves. Je trouve tout ça très inspirant. Donc, tu nous disais que tu pratiques des images d'ancrage que tu choisis, voilà, celles qui t'inspirent, et en face, sûrement, tu mets des chiffres pour te motiver à les atteindre. Ok. C'est ça. Un objectif, en fait, finalement, pour qu'il soit vraiment concret. C'est ce que je dis d'ailleurs aux personnes que j'accompagne, à mes clients. Ne gardez pas le chiffre dans votre coco, quoi, dans votre tête, comme on dit le coco à La Réunion. C'est formulez-le, appelez-le à l'univers, notez-le, parce que finalement, plus c'est subjectif, enfin plus c'est flou, moins c'est concret, moins c'est factuel, et moins vous risquez de l'obtenir. Et clairement, tu vois, le chiffre d'affaires, par exemple, donc moi, en fin d'année, début d'année, je fais mon prévisionnel de l'année en termes de chiffre d'affaires et en termes de dépenses professionnelles. Là, le chiffre d'affaires que j'avais prévu en début d'année, tu vois, j'y reviens cycliquement, je vérifie tous les trimestres en quoi je diverge, en quoi je suis dedans, etc. Bah, je l'ai écrit. Quand je l'ai écrit, je me souviens que j'ai trouvé ça énorme. Eh ben, j'y serais. Donc, je me dis même, j'aurais peut-être dû être un petit peu plus ambitieuse. Mais concrètement, tu vois, je vais aller dire à mon cerveau, voilà ce que je veux atteindre.
et je vais être plus précise. Je vais dire voilà comment je vais y arriver. Parce que derrière l'objectif financier, il va y avoir tout un plan d'action. Donc finalement, cet objectif, tu vois, je suis allée le décliner en disant, ben voilà, sur la formation, je vais faire tant. Sur les accompagnements à domicile, je vais faire tant. Sur ça, voilà, je vais faire tant. Et après, il y a des contrats en cours, il y a des choses, parce que je travaille avec des organismes de formation aussi. Donc, il y a des choses qui sont déjà plus ou moins sûres, plus ou moins en cours. Et puis, du coup, je vais voir le delta, finalement, par rapport à ce que j'ai déjà en signé, combien il me manque. Et après, je vais me dire, OK, ben, par exemple, il me manque 20 000 euros. Comment je vais les faire, ces 20 000 euros? Et je ramène tout de suite à du concret et je vais diviser, par exemple, 20 000 par mon tarif horaire. Et je vais voir si je trouve que ça correspond à, je dis n'importe quoi, là, à 200 heures d'accompagnement. Est-ce que c'est faisable? L'année dernière, combien j'ai fait? Bon, l'année dernière, j'ai fait 150. Est-ce que faire 200 cette année, c'est réalisable? Tout simplement. Est-ce que l'effort, tu vois, le pas, la marche supplémentaire, elle n'est pas trop élevée ou est-ce que c'est faisable? Ben, à chaque fois, je vais de cet objectif général vers quelque chose de plus concret et finalement, ça fait mes sous-objectifs et des sous-objectifs, j'arrive à décliner des actions concrètes. Et après, ben, effectivement, il faut se donner un petit coup de pied au cul hein, parce que quand on commence le premier trimestre et qu'on n'a encore rien mis de concret, on commence un peu à paniquer. Donc, il ne faut pas attendre la fin d'année pour paniquer. Il faut régulièrement faire le point sur son activité et se dire, OK, je m'étais dit que j'allais faire ça. Est-ce que je l'ai fait? Et tu vois, sans cesse se remettre en cause par rapport à ses actions, réalisées, pas réalisées. Parfois, on se fourvoie aussi, hein, on va dans une mauvaise direction. Et c'est ça aussi la liberté de l'entrepreneuriat et notre force de chef d'entreprise, c'est d'avoir cette flexibilité et puis cette capacité à se dire on ne va pas perdurer dans l'erreur non plus. Donc, quand on fait des erreurs, il faut le reconnaître, l'assumer et tout de suite prendre une décision pour arrêter les frais, quoi. Parce qu'une mauvaise erreur peut avoir une incidence financière qui est catastrophique. Donc, voilà comment je me motive. Et effectivement, je ne suis pas une manuelle, je suis plutôt comme mon fils, moi, une intellectuelle. Donc, je ne suis pas dans le scrapbooking, etc., à faire des choses que je construis, mais pourquoi pas hein. J'ai des clientes qui sont très scrap, etc. Ma fille, d'ailleurs, elle le fait, hein. Elle. Mais moi, simplement, je vais aller chercher effectivement des images inspirantes sur Pinterest, sur Internet, ailleurs. Ça peut être des photos de famille aussi. Parce que quand je visualise mon fils dans son école de commerce, tu vois, je vais avoir une photo de mon fils dans son appart à Lille, quoi. En train de se peler un petit peu en ce moment. Et, et du coup, ça, c'est ça qui va me motiver. J'espère que je réponds à ta question. Oui, largement. Merci beaucoup. Et justement, j'en viens à comment sont rythmées tes journées et qu'est-ce qu'il y a en fait dans tes journées? Est-ce que tu as des journées types? Non. Dominique n'aime pas la routine. Je n'aime pas du tout la routine. Donc, je n'ai pas à proprement parler de journée type. Après, comment je m'organise? Alors, en général, en fin de semaine, le vendredi, c'est une journée un peu plus light parce que dans le vendredi, il y a une demi-journée que je consacre, donc soit le matin, soit l'après-midi, que je consacre à ce que j'appelle la GAF, la gestion administrative et financière de mon entreprise. Donc, gaffer un maximum. Là, je vous autorise à gaffer dans votre vie. Faites de la gaffe, faites de la gestion administrative et financière une priorité pour vos business. Donc, je fais ça tous les vendredis en général et j'y accorde une demi-journée. Qu'est-ce que je fais pendant ce créneau-là, qui est en général un créneau de 2 ou 3 heures? Je vais faire ce qui relève de la gestion, comptabilité, donc des devis, des factures, suivre des relances, faire des rapprochements bancaires s'il y a lieu. En gestion administrative, ça peut être comment dire, remplir des documents administratifs pour mon entreprise. J'avoue qu'on dit souvent le cordonnier est le plus mal chaussé, donc je le fais facilement et avec beaucoup de facilité pour mes clients. Et quand c'est pour moi, je me priorise jamais et du coup, des fois, j'ai un petit peu de retard administratif pour ma propre structure. Donc, je m'oblige à avoir ce temps-là pour prendre
rattraper mon retard sur mon entreprise. Et le financier, ça va être effectivement d'observer effectivement en quoi je suis. Tu vois, j'ai un tableau de suivi au niveau de ma trésorerie et pouvoir se dire bon bah voilà, à telle échéance, j'ai tel contrat qui rentre ou tel acompte qui va rentrer. Je peux être en trésorerie un peu plus tendue ce mois-là parce que j'ai des charges plus importantes ce mois-là et moins d'argent qui va rentrer. Et comment je gère l'excédent éventuel de trésorerie par rapport à mes vacances, par rapport aux imprévus, le fait que je peux tomber malade, etc. Donc, ça va être tout ce questionnement-là. Et une fois par mois, je fais un point un peu plus stratégique sur mon business, justement, pendant ce créneau de gaffe. Donc ça, c'est tous les vendredis. C'est le seul qui est dans ma semaine. Après, c'est pas à la journée, tu vois, mais c'est à la semaine où il y a ce créneau-là. J'ai un créneau aussi création de contenu pour les réseaux sociaux. Parce que je gère mes réseaux sociaux toute seule encore. J'ai eu une apprentie l'année dernière, donc elle a terminé son contrat là en septembre, donc elle m'a donné un gros coup de main. Et du coup là, je reprends un peu la main sur ma communication sur les réseaux sociaux, avec un créneau là aussi de 2 ou 3 heures par semaine pour la création de contenu. Et après, pas de routine. Les seules routines, ça va être pour mon sport. Donc là, c'est personnel et c'est imposé les jours où je vais avoir une pratique sportive. Mais sinon, il y a rien d'imposé. J'ai des semaines très variées. Là, si je te fais le point sur ma semaine pour te dire un peu ce que je fais cette semaine. Donc ce matin, je suis allée négocier un partenariat avec une structure. Je sais pas trop si j'ai le droit de le dire, donc je vais pas le citer, mais c'est une structure qui accompagne justement dans la reconversion professionnelle avec un réseau de CEP, conseillers en évolution professionnelle. Donc, je suis allée chez eux pour voir comment on pouvait collaborer. Après, donc ça c'était à 9h. Me suis déplacée en agence. Je suis revenue dans mes locaux, dans mes bureaux. Je suis ensuite, j'ai reçu une cliente que j'accompagne sur l'élaboration de son business plan. Donc, c'était son 3e rendez-vous et dernier rendez-vous de consolidation de son business plan. Donc, 11h jusqu'à 12h30. Je suis rentrée chez moi pour pouvoir faire le podcast avec toi. Et tout à l'heure, je reçois une cliente à mon domicile. Donc, puisqu'elle habite vraiment pas loin de chez moi et c'est une amie. Donc, les amis, je les reçois avec plus de facilité à la maison. Donc, à 17h, je vois donc une cliente et là, c'est pour l'aider dans la création et l'immatriculation de son entreprise de bien-être. Voilà. Et la cliente que j'ai eue ce matin, c'est une dame qui se lance dans le commerce, on va dire, d'uniformes, mais personnalisables. Pour des professionnels du médical, de la santé, de l'entretien de locaux, donc dans le nettoyage, voilà, dans plein de choses comme ça. Elle va proposer des vêtements personnalisables. Donc, c'est très varié. Demain et après-demain, je suis en formation toute la journée. Formation sur la micro-entreprise avec pour thématique maîtriser le fonctionnement de la micro-entreprise. 2 jours entiers. Jeudi matin, je prépare une formation sur mesure sur laquelle m'a missionné un centre de formation, un organisme de formation. Donc, je commence la préparation de la formation. L'après-midi, j'anime un atelier pour une collectivité, un atelier de coaching budgétaire ouverte aux familles à revenus médians. Donc là, tu vois, les thématiques d'atelier, ça peut être sur comment élaborer, équilibrer son budget, comment se sortir d'une situation financière difficile, comment vérifier ses droits sociaux, comment économiser facilement. Enfin, tu vois, c'est des thématiques que je propose après au public, des ateliers sur qu'est-ce qu'ils veulent faire la fois d'après, animé en ludopédagogie. Ensuite, je vais chez un client, Vincent. Donc, je le note parce que c'est vrai que 90% de ma clientèle est composée de femmes, mais j'ai quand même des clients hommes. Et là, je me rends chez Vincent à Saint-Gilles-les-Bains.
Et Vincent a un projet de création d'une micro-entreprise et il a besoin de moi pour voir comment déclarer son chiffre d'affaires et à quelle sauce il va être mangé au niveau de ses impôts. Pour l'activité, j'en sais pas plus pour l'instant. Donc, je me déplace chez lui à 17h, jeudi. Vendredi, c'est donc le matin, j'ai mon créneau gaffe. Et vendredi après-midi, j'accompagne Katrina, qui a un projet de création d'entreprise pour devenir esthéticienne à domicile, après avoir été esthéticienne dans un hôtel pendant de nombreuses années. Voilà. Et la semaine d'après, rien à voir. Et c'est ça qui est chouette. Donc, je m'éclate sur des activités, tu vois. En fait, je suis très curieuse de nature. Ça m'a beaucoup aidée quand j'étais inspectrice, du coup, parce que systématiquement, je posais plein de questions, du coup, sur les activités. Je demandais à visiter les locaux. Donc, pour ma culture personnelle, ça a été hyper enrichissant pendant des années. Et aujourd'hui, en accompagnant mes clients, bah, c'est la même chose. Du coup, c'est jamais 2 fois la même chose, c'est jamais les mêmes projets, c'est jamais les mêmes personnes. Comme c'est du sur mesure, tu vois, c'est vraiment, c'est ça le kiff total, je fais jamais 2 fois la même chose. Et le fait de se déplacer, d'aller chez les gens, qui te reçoivent, en mettant souvent les petits plats dans les grands, on est trop bien reçus ici, à La Réunion. Mais vraiment. Et j'aime cette proximité avec les gens. Ça m'avait énormément manqué pendant le Covid. Ça me frustrait de devoir faire que de la visio. Donc, j'ai besoin de me déplacer, même si c'est du temps de bouchon, du temps d'embouteillage en plus. J'aime beaucoup être en contact avec finalement mes clients. Voilà. Et j'aime faire plein de choses. Après, je fais beaucoup de bénévolat. Je fais souvent des concours pour permettre aux gens de gagner des accompagnements ou du conseil gratuit. Donc la semaine prochaine, il y a comment elle s'appelle, Laetitia, qui a joué à un jeu il y a quelques semaines et qui du coup a gagné une journée de mentorat avec moi. Donc vendredi prochain, j'ai une journée de mentorat entier avec Laetitia. Donc là, il n'y a pas de rendez-vous positionné. Elle vient, et je lui donne un maximum de conseils, questions qu'elle veut. Et puis, je lui partage aussi mon expérience, mon expertise, si ça peut lui faire gagner un peu de temps dans son business et dans sa création, voilà. Donc ça, c'est mon activité un peu gratuite. Je participe le jeudi 13 à 2 événements. Donc je participe au programme Vie ma vie d'entrepreneur avec Initiative Réunion. Donc pareil, là, c'est aussi de l'accompagnement et du mentorat pour une porteuse de projet qui vient dans nos entreprises. Là, par contre, elle vit ma vie. Donc, si j'ai des rendez-vous, elle vit ma vie avec les rendez-vous pendant que je reçois les personnes. Si c'est des échanges confidentiels, je la positionne sur des petites recherches, des petits questionnements, etc. Mais sinon, elle vit ma vie. Et l'après-midi, je participe au Sunset de la reconversion professionnelle à la Cité des métiers, où là, je vais tenir un stand pour la Fédération des auto-entrepreneurs, puisque je suis secrétaire générale de la Fédération des auto-entrepreneurs. Voilà. Donc, Waouh, c'est sacré riche, programme. c'est Ouais. varié, et c'est ça que j'adore. Et récemment encore, j'ai des copines qui m'ont dit, mais en fait, tu as un agenda de ministre. Et en rigolant, je leur ai dit non, de présidente. Et en fait, il y a une histoire derrière cette présidence, c'est que en février dernier, j'ai eu la surprise d'être élue présidente du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants de La Réunion, quasiment à l'unanimité des 4 syndicats en présence. Et du coup, tu vois, j'anime cette instance qui est là pour soutenir les travailleurs indépendants. Et ce conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, il existe dans chaque région, il est au national, et on est là finalement pour aider les entrepreneurs qui sont en souffrance. Donc, on est là pour leur attribuer des aides. On est là pour faire, si tu veux, le lien avec l'URSSAF et les autres organismes de sécurité sociale pour trouver une solution, parfois dans des démarches administratives ou des décisions de l'organisme qui sont en leur défaveur. Donc, on est là vraiment pour arbitrer, pour soutenir,
pour apporter des aides concrètes, hein, des aides d'action sociale aussi. Donc, il y a de l'argent sonnante et trébuchante à récupérer en cas de difficulté auprès de ce Conseil de la protection sociale. Et c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Donc, en résumé, je dirais que je suis dans mon métier, je suis facilitatrice et pédagogue. Et moi, j'ai vraiment l'impression, à travers cette reconversion professionnelle, que la boucle est bouclée aujourd'hui, puisque j'étais dans une fonction répressive. J'étais en URSSAF, j'étais employée de l'URSSAF. Aujourd'hui, je suis dans une activité de soutien et de conseil pour des entrepreneurs qui peuvent avoir des difficultés avec l'URSSAF aussi. Et du coup, je suis passée de l'autre côté du miroir. Aujourd'hui, moi-même, je suis un travailleur indépendant. Et le regard sur mon ancienne administration, il est beaucoup plus critique puisque j'y ai travaillé. Donc, ils savent, entre guillemets, qu'ils peuvent pas me raconter n'importe quoi puisque j'ai fait partie de la maison. Et c'est ça qui est plaisant aussi, c'est de se dire, je peux accompagner, prendre par la main, mais vraiment de bout en bout, tu vois. Et mes fonctions d'administratrice peuvent aider aussi. Donc, on n'a pas besoin d'être mes clients, hein, d'être client chez moi pour que je puisse les aider. Aider, ça ne coûte rien. Donc, mes clients, très bien, je les accompagne d'une certaine manière et il y a une contrepartie, elle est financière. Mais par contre, mon rôle de président du Conseil de la protection sociale, mon rôle d'administratrice en CAF et en CGSS, c'est clairement si des personnes ont des difficultés avec ces organismes, je fais jouer, entre guillemets, mon rôle d'administrateur pour faire avancer les dossiers. Voilà. Et là, de manière totalement gratuite et bénévole. Donc, c'est vrai que parfois, tu vois, la limite, elle est un peu floue. En tout cas, ça fait maintenant 8 mois que je suis administratrice et j'arrive bien à faire la part des choses dans le fait de est-ce que là, je suis dans mes bottes de la pro du budget ou est-ce que là, je suis dans mes fonctions d'administratrice, tu vois. Et c'est ça qui est bien parce que finalement, la pro du budget, elle l'accompagne sur certains volets et mes fonctions bénévoles, mes fonctions d'élu vont me permettre d'aider d'une autre façon et d'aider des personnes qui ne sont pas forcément mes clients. Et c'est là où ça m'épanouit, on va dire, de manière maintenant parfaite. Tu parlais de comment tu nous appelles déjà? Les farpettes. Les farpettes. Et ben là, mon épanouissement, il est total depuis que j'ai ce mandat de conseiller parce que je fais le tour et j'ai une vision vraiment, comment on dit, holistique dans l'approche, en tout cas, des problématiques de l'entrepreneur au niveau administratif et financier. Et j'ai, tu vois, plusieurs outils. Donc, je peux sortir les outils de ma boîte à outils pour accompagner différemment en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Et c'est ça, aider, être facilitatrice et aider, accompagnante. Je pense que dans une autre vie, c'est mon mari qui disait ça, tu aurais pu être assistante sociale. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, je pense que si j'ai arrêté d'être inspectrice à un moment donné, c'est vrai que j'étais trop empathique à un moment donné pour faire ce métier, tu vois. Et devant la détresse de certaines personnes, ça devenait trop compliqué pour moi. Je suis une éponge et ça devenait compliqué. Aujourd'hui, du fait de ces différentes casquettes, j'arrive pleinement à accompagner. Et c'est là où je me sens à ma place. Je me sens totalement à ma place, totalement alignée avec ce que je fais, libre aussi dans mon entrepreneuriat, d'aller à mon rythme, hein, de respecter mon rythme personnel, de faire en sorte de prioriser quand il le faut ma famille et mes rendez-vous personnels et quand il le faut de mettre un coup de collier sur mon activité professionnelle. Comme je dis à beaucoup de personnes que j'accompagne, souvent les femmes, quand on se lance, on a le motif qui revient tout le temps, c'est équilibre vie perso, vie pro. Et là, je leur dis, c'est mal barré, en tout cas au départ. C'est illusoire de se dire, tu démarres et tu vas moins travailler que dans ta boîte où déjà tu travaillais 35 heures et plus. Parce qu'effectivement, il faut beaucoup donner de sa personne au départ pour se faire connaître, pour
pour plein de choses, on va vraiment bosser. Mais là où c'est bien, c'est qu'on sait pourquoi et pour qui on bosse. Moi, je suis quelqu'un où j'ai besoin de donner beaucoup de sens, hein, de trouver notre pourquoi pour nous motiver. Et les personnes que j'accompagne ont besoin de sens aussi. Donc, trouver son pourquoi, on le fait. Et finalement, on n'aura jamais l'impression de travailler. Donc oui, on travaille des heures plus que quand on était salarié. Mais il y a certaines activités qu'on fait où on n'a pas l'impression de bosser. Moi, perso, quand je fais de la création de contenu, je m'éclate. Donc, je suis pas en train de travailler quand je fais ça, tu vois. Donc, aller à son rythme, être à son écoute. Oui, travailler, mais on sait pour qui et pourquoi. On sait que là, c'est nous qui allons avoir les résultats hein, concrets de notre investissement dans notre boîte. C'est pas notre chef de service ou voilà. Et ça fait que après, on est en permanence aligné avec ce qu'on fait. Et il faut aussi accepter que notre business évolue en même temps que nous, on grandit finalement et on change. Donc moi, je suis anti-routine et je n'aime pas faire tout le temps, pendant longtemps la même chose. Donc dans mon ancienne boîte, hein, à l'URSSAF, en fait, je gravissais les échelons. Quand je stagnais dans un poste, c'est-à-dire pas grand-chose, hein, 2 ans, 2 ans et demi, je passais un concours. Tu vois, pour avancer parce que j'avais l'impression de m'ennuyer à faire trop tout le temps la même chose, les mêmes tâches, les mêmes activités. Donc là, c'est cette liberté de se dire, bah ok, au début, j'ai fait beaucoup de coaching, par exemple, individuel, beaucoup de coaching budgétaire pour les familles. Maintenant, j'en fais moins, j'en fais essentiellement pour les micro-entrepreneurs. Mais je saisis l'opportunité. J'ai eu un appel d'offres avec une collectivité. Je le refais pour les familles. Et puis l'année prochaine, peut-être que j'aurai plus envie de le faire. Et ben, c'est pas grave. Et je suis OK avec ça. Je suis OK avec toutes les décisions que je prends et qui me correspondent au final, à un instant T. Et si je veux lever le pied, tu vois, eh ben, je le fais. OK. Je pars installer mon fils en métropole. Je m'autorise pour la première fois à prendre 3 semaines en off. Ben, il faut se l'accorder. Il faut accepter de le faire, de lever le pied. Et il faut aussi en avoir les moyens financiers. Donc, mes premières vacances, je les ai prises au bout de 2 ans. Et ça, quand on se lance, on n'a pas forcément conscience qu'on va beaucoup bosser, pas forcément se reposer. Alors, c'est pas un modèle à suivre hein, parce que la plupart d'entre nous, on craque avant 2 ans. Hein. Moi, je suis quelqu'un d'assez dur, la carapace assez dure, donc j'ai tenu. Mais j'aurais pu, si je prenais pas de repos et que j'écoutais pas mon corps à ce moment-là, complètement flancher, quoi. Donc, se reposer et s'autoriser à le faire et vraiment, vraiment décrocher quand on le fait, quoi. Parce que dans nos métiers d'aujourd'hui, on est dans l'hyperconnexion. Moi, j'ai des personnes, les réseaux sociaux sont le canal de communication naturel. Les personnes me contactent à toute heure. Et limite, ils croient, je pense, que j'ai une armée de secrétaires et de community managers qui gèrent mes réseaux sociaux. Donc, quand ils écrivent à 22h10, il faudrait que je réponde à 22h12, tu vois. Sauf que les gens dorment la nuit. Donc, avec humour, parfois, il m'arrive de leur dire les gens dorment la nuit et je n'ai pas une palette d'assistantes. Voilà. Donc, autorisez-vous à prendre du repos aussi pour votre corps, mais aussi pour votre cerveau. Faites ce que vous avez envie de faire. Testez plein de choses. Ne vous mettez pas dans une case. Donc, on a tendance aujourd'hui à nous vouloir mettre dans des cases et il faut se spécialiser, il faut faire une chose en particulier. Ben non. Moi, j'ai de la chance que ma clientèle, elle a évolué avec moi et elle me suit dans tous mes délires, j'ai envie de dire. Mais ils comprennent aujourd'hui que je fais à la fois de l'accompagnement des entrepreneurs et de l'accompagnement budgétaire des familles. Parce que la pro du budget, c'est la pro du budget pour tous, entre guillemets, sans qu'il y ait une quelconque choix, un quelconque choix finalement dans le public accompagné. Voilà. Et la pro du budget d'ailleurs, hein, c'est aussi une petite anecdote, c'est mon fils. Hein, donc la pro du budget, elle est née en août 2018 par un brainstorming familial le temps du repas.
Et j'avais fait des recherches sur Internet. Il y avait d'autres choses qui existaient avec budget dedans. Et là, mon fils, il a sorti lors de ce brainstorming l'appro du budget. Et là, quand j'ai entendu le mot, j'ai eu une grosse peur, mais c'est venu violemment comme ça, une bouffée de chaleur. Et je me suis dit, mais jamais, jamais, t'es fou. Je dis ça, mais en fait, il faut que je sois top, niveau expertise, niveau tout ça. Tu me mets trop la pression, là, je pourrais jamais assumer. Et en fait, il avait l'air tellement déçu que finalement, je lui ai dit, bah non, là, je peux pas montrer à mon fils que je flippe à mort. Et du coup, je vais assumer d'être la pro du budget, je vais me former, je vais m'informer et je vais assumer cette étiquette de la pro du budget. Et voilà, c'est vraiment mon fils qui m'a motivée à assumer celle que je suis aujourd'hui finalement. Et puis, on apprend sans cesse et surtout, il ne faut pas prétendre qu'il n'en est pas non plus. Moi, je n'ai pas de mal à dire quand je suis en accompagnement, écoute, sur ce volet-là, je n'ai pas l'expertise. Il faudrait que tu vois tel ou tel professionnel. Je peux juste partager mon expérience, mais mon expérience n'est pas vérité. Donc voilà, il faut être au clair avec ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Et aujourd'hui, tu vois, je n'ai pas de mal à prendre du recul par rapport à ça et à dire bah, sur cette partie-là, c'est OK. Sur cette partie-là, il te faudrait un complément d'accompagnement, mais pas par mois. Et pour finir, j'ai envie de dire que là où ça commence vraiment à être chouette, c'est quand tu peux t'autoriser à refuser de travailler avec certaines personnes. Je travaille vachement à l'intuition, aux vibrations, je dirais. Donc, toi et moi, quand on s'est contactés, tu vois, tu as eu ce contact visuel, je l'ai senti tout de suite que ça allait le faire. Et au tout début, quand tu n'as pas beaucoup de clients, tu prends un peu tout ce qui vient à toi et tu t'embarques dans des missions qui ne sont pas forcément les tiennes, sur lesquelles tu n'es pas forcément à l'aise, sur lesquelles tu n'es pas forcément en maîtrise. Et du coup, tu te donnes du travail et de la charge mentale parce que c'est pas fluide pour toi. Et aujourd'hui, moi, là, ça fait 6 mois, je dirais que c'est ça, c'est le pied, on dirait, c'est le luxe de se dire, je le sens pas, je sens pas cette personne au téléphone. J'ai fait quelques recherches, je vérifie sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas l'air de me correspondre. Eh ben non, je vais pas travailler avec elle. Ça, c'est un vrai luxe. Mais ne vous embarquez pas dans quelque chose qui vous parle pas finalement, quoi. Ça allait plus vous mettre une épine dans le pied que. Moi, je cherche, voilà, une relation, même si c'est une relation commerciale, mais derrière, il y a toujours une histoire humaine. Et pour qu'il y ait cet enrichissement, finalement, j'ai envie de travailler avec des personnes avec lesquelles je vibre. Voilà. Waouh, merci beaucoup. Pour presque conclure cette interview, je vais passer à la question girly, qui est, même si tu n'aimes pas les routines, as-tu un petit confort, bien-être, sérénité ou un mantra que tu te répètes tous les jours? Alors, pas de mantra particulier. Je t'avoue que j'étais pas forcément à l'aise avec mon image, donc quand tu m'as lancé ce challenge du podcast filmé, ça me fait sortir de ma zone de confort. Mais voilà, je le fais avec plus de facilité depuis une année. Mais non, j'ai pas de mantra en particulier. Par contre, j'ai des petites routines beauté, oui. Et après, qu'est-ce que je pourrais dire? Ce que j'aime bien, c'est le dimanche après-midi, me faire un rituel de soin du visage et de soin des pieds. Et ça, c'est vraiment reposant pour moi. Et c'est le petit moment au cocoon, tu vois, du dimanche après-midi, petite sieste et série Netflix avec le masque sur le visage, les pieds avec un petit soin. Et puis voilà, on regarde la série Netflix le dimanche après-midi en famille. Ça, c'est top. Super. Merci beaucoup. Je sonne le clap de fin de cette interview avec une nouveauté. Vous me direz, chères auditrices, ce que vous en pensez. Je conclus désormais tous mes épisodes avec le portrait. Tout simplement une description intuitive et bienveillante de mon invité du jour.
Parce que se connecter et se reconnecter les unes aux autres, c'est essentiel à mon sens. Et parce qu'apprendre à donner et recevoir, c'est la base de la réussite. Alors c'est parti, Dominique reçoit. Je perçois de toi une grande humanité derrière tous ces chiffres, derrière tout ce budget. Une volonté d'accompagner des personnes vers plus de sérénité, de les guider vers leur place, de guider à leur place les âmes en doute, sûrement parce que tu as peut-être été toi-même à cette place. Une âme chaleureuse qui réchauffe les cœurs, un peu comme une maman qui prendrait ses enfants dans ses bras. Une femme confiante qui entraîne son monde avec elle dans des contrées toujours plus joyeuses. En tout cas, c'est ce que je perçois dans la bonne humeur et la joie. Je te remercie du fond du cœur pour m'avoir vraiment émue jusqu'aux larmes quand j'ai lu ton discours de départ. Je l'ai trouvé très touchant. Merci beaucoup pour ces mots qui en tout cas resteront gravés en moi et cet échange qui a été pour moi vraiment un parcours de douceur. Merci beaucoup Dominique. Merci Christelle, merci pour ta confiance et cette invitation. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve? Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous La Pro du Budget sur Instagram et sur Facebook. Alors, je suis plus active sur Facebook que sur Instagram. J'essaye, je vais essayer de rééquilibrer les choses, mais effectivement, pour le moment, c'est plus sur Facebook. Vous me trouverez sur LinkedIn sous mon nom, Dominique Maillot. J'ai un site internet, sinon, que vous pouvez retrouver, La Pro du Budget, donc www.laprodubudget.re. Merci beaucoup. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose que nous n'aurions pas abordé? Alors moi, pour terminer, j'ai envie de vous partager une petite citation dont je suis à l'origine et qui, j'espère, va vous inspirer, vous, entrepreneurs, dans votre vie de tous les jours, pour bien prendre conscience que la gestion administrative et financière est hyper importante. Alors voici la citation. Si l'entrepreneur à succès est souvent un visionnaire, l'entrepreneur qui réussit est forcément un bon gestionnaire. Et j'aimerais vous laisser là-dessus. Merci Dominique.